J'ai toujours été fascinée par l'inconnu, et tout particulièrement les créatures de l'inconnu. Je ne sais pas exactement quand cette obsession a débuté, mais je dirais que c'était quand j'étais jeune, et que je regardais des documentaires sur les aliens, Bigfoot, les monstres marins, et toutes les créatures du genre. Mon obsession m'a valu un bon nombre de noms bizarres, et des années d'harcèlement à l'école. Comme la bonne geek que j'étais, je me contentais de remettre mes lunettes en place, et de les laisser faire. Après de nombreuses années à affronter l'école seule, je suis partie à l'université, où j'ai obtenu ma licence en zoologie, puis mon master, et enfin, mon doctorat. Pendant mes années d'université, j'ai découvert le fitness, l'alcool, les hommes et toutes les autres bonnes choses que la vie avait à offrir. Cependant, mon premier amour restait la cryptozoologie, qui est l'étude des créatures dont l'existence n'est pas avérée. J'ai passé 2 ans à parcourir le monde avec des biologistes, des zoologistes et des biologistes maritimes. On était à la recherche de nouvelles espèces, et on étudiait aussi celles que l'on ne connaissait pas beaucoup. Les collègues et moi, on a trouvé de nouveaux insectes, des nouveaux poissons, des nouveaux reptiles, mais jamais rien qui aurait pu appartenir au domaine de l'étrange ou du mystique. Et rapidement, j'ai été reconnue dans le milieu scientifique. Les gens blaguaient souvent en disant que j'aurais pu trouver n'importe quoi à part le Bigfoot. Mais malgré ça, je dois avouer que j'appréciais ma petite notoriété. Après ces 2 années que j'ai adorées, j'ai voulu travailler dans un domaine plus traditionnel. Même si j'adorais ce que je faisais, j'étais fatiguée de ne jamais être à un endroit plus de quelques semaines. Je voulais vraiment passer plus de temps à rechercher les créatures que j'adorais tant, plutôt que de travailler sur les expéditions d'autres personnes. J'ai donc décroché un travail dans une grande université de l'Ohio, où j'enseignais la biologie. J'en ai profité pour créer un club de cryptozoologie qui attirait un grand nombre d'étudiants. Avec l'autorisation de mon université, j'emmenais les étudiants à des endroits soi-disant hantés et dans des lieux connus pour abriter des créatures monstrueuses. On revenait toujours avec des PVE intrigants ou avec des photos et des vidéos floues. On n'a jamais trouvé quoi que ce soit de vraiment concluant, mais les élèves et moi nous nous amusions beaucoup. Ça leur permettait également de garder l'esprit ouvert et de ne pas avoir des idées fixes sur ce que le monde avait à offrir. Voir tous ces gens s'intéresser à la même chose que moi m'a vraiment motivée à continuer ce que je faisais. Comme je l'ai dit, mon premier amour était la cryptozoologie, mais tout a changé à une fête de Noël qu'organisait l'université. C'est là que j'ai rencontré Evan. Il était beau et brun, et avait l'air d'avoir mon âge. Il travaillait dans le département de littérature anglaise, et il enseignait l'écriture créative. Je savais qu'il fallait que j'aille lui parler. Je n'étais plus cette fille timide que j'avais été au lycée. J'étais considérée comme belle, et j'étais également reconnue dans mon domaine. J'ai essayé de briser la glace en disant quelque chose de complètement cliché, et il m'a répondu avec une phrase encore pire. On a rigolé, et on a parlé ensemble toute la soirée, avant de nous échanger nos numéros. Après plusieurs mois à se voir, on a emménagé ensemble. Je n'étais jamais tombée amoureuse de quelqu'un, et j'avais l'impression que notre amour était plus fort que tout. On avait beaucoup de points en commun, mais également beaucoup de différences. J'adorais être en extérieur, alors que lui préférait rester à la maison. J'étais tout le temps occupée, et lui, il était plutôt du genre décontracté. Par contre, on adorait le vin et les bons livres. C'était un auteur reconnu qui écrivait des histoires incroyables sur les créatures mystiques. J'ai lu plusieurs de ses histoires courtes et un de ses livres, et ils avaient tous l'air d'être centrés sur la même chose, les fées vivant dans les forêts et les enfants. Evan, lui avais-je dit en fermant le dernier livre qu'il venait de publier, alors que j'étais assise sur le canapé un soir. Est-ce que je t'ai dit que t'étais un excellent écrivain ? Evan était dans la cuisine en train de me préparer son célèbre poulet Alfredo. Oui, mais tu peux me le répéter si tu veux. Avait-il répondu en rigolant. Est-ce que je peux te poser une question ? D'où est-ce que te viennent toutes ces inspirations pour ces histoires ? Il est sorti de la cuisine en s'essuyant les mains sur un torchon. Je m'inspire des histoires que ma grand-mère me racontait quand j'étais petit. Et je lui rendais souvent visite au Canada. Il s'est assis à côté de moi et je lui ai demandé « Dis-en-moi plus s'il te plaît ». Quand j'étais jeune, on rendait visite chaque été à ma grand-mère en Alberta. Elle vivait dans une petite ville qui s'appelait New Village. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui habitaient là. C'était une magnifique ville surplombée de montagnes enneigées. Entre la ville et la montagne la plus proche, il y avait une grande forêt de pins. Elle devait faire plusieurs centaines d'hectares, je dirais. Et au pied de la montagne, il y avait un lac, avec une eau particulièrement claire. Le lac était rempli de poissons, et il se jetait dans une petite rivière. Tous les enfants de la ville jouaient dans la forêt, près du lac ou de la rivière. Mais uniquement pendant la journée,
car il était formellement interdit d'y rester après le coucher du soleil. Les gens de la ville et ma grand-mère étaient particulièrement virulents sur cette règle. Evan a fait une pause. Ma grand-mère me parlait de fées qui habitaient dans la forêt, et comment elles adoraient se jouer des humains. Elle me disait que si je ne respectais pas mes aînés, je risquais de me faire emporter par elles pour toujours. Ces histoires me terrifiaient, et mes parents n'aimaient pas qu'elle me les raconte. Mais ils étaient d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas que je reste dehors une fois la nuit tombée. Même si ces histoires me terrifiaient, elles ne me tracassaient pas pour autant. Du moins, jusqu'au jour où l'un des jeunes garçons avec qui je jouais chaque été est disparu dans les bois. Il s'était enfui dans la forêt un soir, alors qu'il s'était disputé avec son père. Et les gens de la ville n'ont pas essayé de le retrouver avant le lever du soleil. Mais c'était trop tard. Ils ne l'ont jamais retrouvé. J'étais choqué qu'il n'ait pas voulu aller chercher mon ami. Il n'y avait aucune raison à ça. À moins qu'ils aient tous réellement cru que les fées existaient. Les fées dans mes livres sont malicieuses, mais elles sont beaucoup plus gentilles que celles qui étaient dans les histoires de ma grand-mère. Les miennes n'enlèvent jamais personne. Le visage d'Evan affichait désormais un ton rose. C'est le genre de truc que tu aimes bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, les créatures imaginaires qui vivent dans les bois. Eh bien, j'ai entendu parler et j'ai lu beaucoup de choses sur le folklore qui entoure les fées. Mais ce ne sont pas réellement des choses sur lesquelles une cryptozoologiste passerait énormément de temps. Cependant, je n'ai jamais entendu parler d'une ville terrifiée par les fées. Et certainement pas de quelqu'un qui aurait vécu tout ça. Ça serait intéressant d'en apprendre plus, c'est tout. Evan m'a regardé avec un sourire malicieux jusqu'aux oreilles. Super, mes parents veulent te rencontrer et je veux que tu les rencontres aussi. Ma grand-mère est morte quand j'étais jeune et mes parents ont hérité de sa maison. À leur retraite, ils se sont installés là-bas. Tu peux venir avec moi cet été quand je leur rendrai visite. Je n'ai pas pu résister à ses yeux suppliants. Et voilà comment, au début du mois de juin, je me suis retrouvée dans un avion avec Evan, en direction d'Alberta. Mon sac était rempli d'équipements d'enregistrement, celui que je prenais avec moi en excursion quand je partais avec mes élèves. Et une fois arrivés, on a loué une voiture, et on a conduit pendant ce qui m'a semblé être des heures dans des routes forestières qui recouvraient les montagnes. Puis on a rejoint l'autoroute, qu'on a rapidement quittée pour se retrouver sur des routes montagneuses encore plus sinueuses. 15 minutes plus tard, on est arrivé dans une ville qui paraissait désertique. Il y avait quelques petits magasins qui étaient fermés, et ce qui ressemblait à un hôtel encore en construction, depuis les années 60. Cet endroit ressemble réellement à une ville fantôme. Rien à voir avec ce dont je me rappelais. A dit Evan alors qu'il passait devant les bâtiments abandonnés. Peu de temps après, on s'est garé dans l'allée de ses parents. La maison de ses parents était au bout d'un cul-de-sac, et dans la rue, il y avait environ une douzaine d'habitations. Derrière la maison, il y avait l'épaisse forêt de pins qu'il avait mentionnée. Et en arrière-plan, on pouvait voir une majestueuse montagne au sommet enneigé. Ses parents nous ont accueillis sur le pas de la porte, avec un grand sourire. Evan a pris ses parents dans ses bras, et quant à moi, j'ai essayé de cacher ma nervosité. J'aurais rapidement serré la main, en leur disant que je m'appelais Johanna. Et pour rigoler, j'ai rajouté que j'étais là pour régler leurs problèmes de fées. Ils ont tous les deux souri, et la mère d'Evan m'a dit « Le problème de fée est sous contrôle. Entrez, le dîner est servi. » Ma tentative d'humour avait vraisemblablement fonctionné. Le dîner s'est bien passé, et on a parlé de notre voyage, et de tout ce qui se passait à l'université. Le ventre plein, j'ai accompagné le père d'Evan sur le porche pour fumer une cigarette, pendant qu'Evan aidait sa mère à débarrasser la table. Alors comme ça, vous enseignez la cryptozoologie à l'université ? M'a demandé le père d'Evan, juste avant de tirer longuement sur sa cigarette. Non, ce que j'enseigne est à voir avec les comportements animaux et leurs interactions sociales. J'aimerais enseigner la cryptozoologie, mais je dois préparer un programme, et avant ça, je dois le faire approuver. En disant ces mots, je me suis assise sur une des chaises qui était sur le porche, et j'ai commencé à profiter de ma cigarette. J'imagine qu'Evan vous a raconté tout un tas d'histoires à propos des fées qui habiteraient nos forêts. Je l'ai regardé, et j'ai doucement acquiescé. Elles sont toutes vraies. Je sais que ça a l'air fou, mais c'est vrai. Ma femme m'a raconté ces histoires à moi aussi, et je n'y aurais pas cru si je n'avais pas eu la folle expérience de voir la nièce de nos voisins disparaître une nuit, il y a 2 ans de ça, dans les sapinières. Il a ensuite pointé son doigt en direction de la lisière du bois. Il y a eu beaucoup de sécheresse ces dernières années, et les sapins ont séché et sont devenus marrons. Avant, la forêt était luxuriante et très verte. Maintenant, elle fait peine à voir. Le père d'Evan a terminé sa cigarette et a commencé à regarder le ciel. Même à la lueur du soleil couchant, les sapins avaient l'air complètement secs. L'air n'était pas rempli de l'odeur typique des sapinières. Il était simplement frais. Vous voulez voir un tour de magie ?
m'a-t-il demandé avec excitation. Bien sûr, ai-je répondu, en m'attendant presque à ce qu'il me retire une pièce de derrière l'oreille. Regardez bien le portail au fond du jardin. Le soleil se couche à 21h ce soir. Et au même moment, vous allez voir le portail se déverrouiller et s'ouvrir tout seul. Le jardin des parents d'Evan était entouré de grillages et renfermé par un simple portail. Directement derrière, il y avait la forêt. Quelques branches de sapin débordaient même sur le jardin. Je ne savais pas réellement comment je devais réagir à ce que le père d'Evan venait de me dire. Alors, je me suis contentée d'attendre. Le soleil qui était déjà bas a fini par disparaître derrière les montagnes. Et en regardant ma montre, j'ai vu qu'il était 21h pile. Alors que je m'apprêtais à me lever et à dire au père d'Evan que c'était le tour de magie le plus long que je n'avais jamais vu, un bruit de frottement s'est fait entendre vers le portail. On aurait dit le son que faisaient les enfants quand ils traînaient un bout de bois derrière eux pour jouer. Les yeux rivés sur le portail, j'étais tellement surprise que je n'ai même pas remarqué qu'Evan et sa mère nous avaient rejoints. J'ai entendu un clic, et comme le père d'Evan l'avait prédit, le portail s'est déverrouillé, puis il s'est ouvert, comme s'il était poussé par une force invisible. Je suis restée bouche bée, et j'ai commencé à avancer vers le portail. Mais alors que je descendais la dernière marche du porche, j'ai senti quelqu'un me tirer en arrière. Et en me retournant, j'ai vu que c'était le père d'Evan qui me retenait avec force. N'y allez pas. M'a-t-il dit avec une voix ferme et sérieuse. Robert, lâche-la, tu vas lui faire mal. Lui a rétorqué la mère d'Evan. Johanna, restez là. Vous ne devez pas vous approcher de la forêt, ni même de sa lisière une fois le soleil couché. Maman, papa, arrêtez. Vous me faites honte. Il s'est ensuite tourné vers moi et m'a dit... Je t'emmènerai dans la forêt demain. C'est sympa, tu verras. En attendant, rentrons. Un peu gênée par la situation, j'ai regardé droit devant moi et j'ai suivi Evan. Vous pouvez aller dans la forêt toute la journée si ça vous dit, mais vous devez rentrer avant que le soleil ne se couche. Robert s'est dépêché de me dire ces quelques mots avant que je ne puisse rentrer à l'intérieur. Je me suis arrêtée et j'ai regardé. Son visage montrait une inquiétude certaine. J'ai regardé la mère d'Evan juste après et elle avait aussi l'air inquiète. Johanna, Evan vous aime beaucoup. Alors faites attention s'il vous plaît. Il serait préférable que vous profitiez de votre séjour pour explorer la forêt, mais que vous ne vous y attardiez pas. Oui, écoutez-nous. A ajouté Robert presque en suppliant. J'ai baissé les yeux. Je comprends. Je vous promets de faire attention. J'ai ramené mon équipement avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je place une caméra sur le portail ? Ça me permettra d'enregistrer ce qui se passe demain au coucher du soleil. Il m'a dit que ça ne le dérangeait pas, mais que je ne devais pas oublier de le placer pendant qu'il faisait encore jour. J'ai acquiescé et je suis rentrée dans la maison, encore perturbée par tout ce qui venait de se passer avec les parents d'Evan. Cette nuit-là, Evan et moi, nous sommes partis plus tôt au lit. Je me suis couchée sur son torse et j'ai voulu savoir si sa famille croyait réellement aux fées et si leur inquiétude était légitime. Dans ta famille, ils croient réellement aux fées, n'est-ce pas ? J'ai levé la tête vers lui et il m'a regardé. C'est vraiment gênant. Pas seulement le fait qu'ils y croient, mais surtout qu'ils soient autant persuadés que la forêt est un endroit maudit. Par chance pour eux, quand j'étais petit, je n'ai jamais été rebelle. Mais j'ai pensé plusieurs fois à aller dans les bois la nuit. Ils commencent à agir comme ma grand-mère, et je sais que tu vas me demander, mais non. Je ne sais pas comment mon père arrive à faire ces trucs avec le portail. Il n'arrête pas de dire qu'il n'y est pour rien. Evan devenait de plus en plus agacé au fur et à mesure qu'il parlait. Je t'emmènerai dans les bois demain et tu verras. Et il n'y a rien d'étrange là-bas. J'y jouais tout le temps quand j'étais petit. Je l'ai serré fort contre moi, et il m'a embrassé sur le front pour me dire bonne nuit. À ce moment-là, je ne savais pas ce que j'allais découvrir dans cette forêt le lendemain. Mais une chose était sûre, je n'allais pas être déçue de ma visite. Le matin suivant, Evan m'a emmené dans la forêt de sapins après le petit déjeuner. Il m'a montré des trucs dont il se rappelait de son enfance. Son sentier préféré, qui était légèrement recouvert par la végétation, son endroit préféré près de la rivière et son ponton favori qui se trouvait près du lac. Le bord du lac était recouvert de poissons morts. Mais étrangement, aucune odeur de pourriture ne s'en dégageait. C'est vraiment dommage qu'il soit mort. Quand j'étais jeune, l'eau du lac était pure. On venait y pêcher souvent. M'avait-il expliqué alors qu'on marchait. En continuant d'avancer, on était tombé sur les vieilles fondations d'un bâtiment qui n'avait finalement jamais été construit. Evan m'a expliqué que c'était censé être un chalet pour les visiteurs du lac dans les années 60, mais qu'il n'avait jamais été fini. Les vieilles fondations étaient recouvertes de mousse et ressemblaient à une version pathétique de Stonehenge, plus qu'autre chose. Il était environ midi. Alors on a décidé de retourner déjeuner chez ses parents. Alors qu'on marchait main dans la main à travers le bois, j'étais surprise de voir qu'il arrivait à se repérer uniquement d'après ses souvenirs d'enfance. J'ai remarqué que tous les sapins étaient marrons,
ou marron vert. Leur tronc était assez large, même gonflé je dirais. C'était comme s'ils étaient remplis de quelque chose. Même la broussaille avait l'air mourante. En voyant mon regard intrigué, Evan m'a dit que lors des étés derniers, il y avait eu des sécheresses. Je n'arrivais pas à comprendre comment la forêt pouvait être aussi sèche, alors que la rivière et le lac semblaient être à un niveau d'eau normal. Pendant le déjeuner, Robert a lancé le sujet de la cryptozoologie et à mon intérêt envers ce qu'il disait être des fées dans la forêt. Vous devriez parler à Daniel Monroe. C'est un détective et il n'habite pas très loin. Il est aussi le dernier descendant d'une tribu qui habitait là auparavant. C'est une espèce d'historien amateur qui connaît plein d'histoires à propos des fées qui vivent dans la forêt. Je peux l'appeler et lui dire que vous allez passer. Robert m'a donné son adresse, et avec le soutien d'Evan, j'ai décidé d'aller lui rendre une petite visite seule, car Evan et sa mère voulaient aller faire une course en ville après. J'ai frappé à la porte de Daniel, sans être sûre qu'il soit réellement chez lui. J'ai entendu la porte se déverrouiller et s'ouvrir lentement, pour révéler un homme âgé au visage dur. « Est-ce que c'est vous, Daniel ?» ai-je demandé en tendant la main pour lui dire bonjour. « Je m'appelle Johanna et... » Et vous voulez tout savoir à propos de la forêt, n'est-ce pas? Il m'avait coupé la parole. Robert m'a appelé et m'a tout raconté. Entrez s'il vous plaît. Il ne me reste que quelques heures avant de devoir partir au travail. Je suis rentrée dans la maison. Elle était grande et remplie d'animaux et de poissons empaillés, et aussi de plusieurs artefacts qui semblaient venir des tribus natives amérindiennes. Il m'a emmenée jusqu'au salon et m'a fait signe de m'asseoir. Il y avait énormément d'étagères et de placards sur les murs. Il n'y avait pas de télé, et une épaisse couche de poussière se trouvait au-dessus de toutes les surfaces plates. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? A dit Daniel en s'asseyant lentement sur la chaise en face de moi. Eh bien, tout ce que vous savez à propos de la forêt et des supposées créatures qui y habitent. J'étudie les créatures inconnues et mythologiques, et j'ai déjà entendu parler des fées dans le domaine du folklore. Mais je n'ai jamais entendu parler d'un cas où une ville entière a peur de créatures dont l'existence n'est pas avérée. Daniel a regardé vers le plafond, comme s'il essayait d'y visualiser ses pensées. Ma tribu, ou plutôt mes ancêtres, ont été les premiers à s'installer dans cette zone. Selon l'histoire, on était une grande et fière tribu qui s'étendait à travers tout l'Alberta, bien avant que l'homme blanc n'arrive. Après une série d'hivers et de batailles avec d'autres tribus, on a perdu beaucoup des nôtres, et on a été repoussés par nos ennemis, hors de nos premières terres. On a alors erré jusqu'à trouver cet endroit. Abattus par le froid, affamés et désespérés, on était soulagés de trouver un endroit où l'on pouvait chasser, boire de l'eau fraîche et être protégé par les montagnes environnantes. J'ai regardé avec intérêt, alors qu'il prenait une petite pause pour rassembler ses pensées. L'histoire raconte que lorsque l'on a trouvé ces terres, il nous a été interdit d'entrer dans la forêt par des étranges créatures qui y vivaient. Ma tribu les appelait les marcheurs de la forêt, mais les gens les appellent les fées maintenant. Ils disaient qu'ils étaient les gardiens de la forêt de sapins. Le chef de la tribu, voyant que son peuple mourait de faim et n'avait nulle part d'autre où aller, a fait un pacte avec les marcheurs de la forêt. On avait le droit de chasser, de pêcher, d'y vivre, et il voulait bien nous protéger, à la seule condition qu'à chaque cycle lunaire, on accepte de leur donner l'un des nôtres. Attendez, vous voulez dire sacrifier? Oui, à chaque pleine lune, la tribu choisissait une personne à sacrifier aux marcheurs de la forêt, et les cris de cette personne se faisaient entendre pendant toute la nuit. C'était quelque chose d'horrible, mais on était obligé de faire ça pour survivre, et la tradition a continué. Des années et des années se sont écoulées, et notre peuple a perdu bon nombre des siens. Au fil du temps, on était de moins en moins nombreux, mais au moins, ceux qui restaient étaient en sécurité et pouvaient boire et manger à leur faim. Daniel s'est levé de son siège et a marché jusqu'à une étagère. Il en a retiré un livre avec une couverture en cuir. Même fermé, j'arrivais à voir que les pages étaient jaunies par le temps. Il a posé le livre sur la table basse qui était entre nous deux, et un nuage de poussière a envahi la pièce. Désolé, j'ai été très occupé ces derniers temps. Je n'ai pas eu le temps de nettoyer. A dit Daniel en toussant à cause de la poussière. Ne vous inquiétez pas, lui ai-je répondu calmement, en reculant sur mon siège pour éviter le nuage d'allergènes. Mais comment est-ce qu'une légende amérindienne s'est transformée de telle sorte à ce que toute une ville ait peur de la forêt? Ce livre, il contient toutes les histoires sur les marcheurs de la forêt qui ont été racontées de génération en génération dans ma tribu. J'ai commencé à les écrire quand j'étais jeune. Je les ai recueillis auprès des anciens, de mes proches et de beaucoup d'autres avant qu'ils ne meurent.
Vu que je suis le dernier de ma tribu, j'ai pensé qu'il était nécessaire de tout documenter pour qu'il reste une preuve de tout ça. Daniel s'est assis à nouveau, vu que la poussière était enfin retombée. Tout a changé lorsque l'homme blanc est venu sur nos terres. Au début, il n'y en avait qu'un. Il était venu explorer. On ne l'a pas vu comme une menace. Alors, on l'a laissé passer. Cependant, il a trouvé de l'or dans la rivière. Il l'a dit à ses semblables, et rapidement, beaucoup d'autres ont suivi. Ils ont ramené des fourrures, de la viande, des perles et des fusils. Ils étaient prêts à tout échanger contre de petites parcelles de terre où ils pourraient vivre. On a accepté. Mais l'homme blanc a commencé à couper les arbres pour faire des clairières, où la ville dans laquelle on se trouve aujourd'hui se situe. Ils ont construit des maisons, ils ont chassé et pêché, et nous, on a arrêté d'envoyer l'un des nôtres à chaque pleine lune dans la forêt. Alors, vous avez arrêté les sacrifices parce que vous receviez tout ce dont vous aviez besoin de la part des gens. Et votre pacte avec les créatures dans tout ça. On vivait paisiblement aux côtés de l'homme blanc, mais les marcheurs de la forêt étaient fâchés que l'on ait brisé notre pacte. Ils se sont mis à nous observer depuis la lisière du bois, en se cachant dans l'ombre. Leur haine était palpable. Une nuit, plusieurs hommes blancs étaient partis pêcher au lac, et ils y sont restés jusqu'à très tard. Pour rentrer, ils sont passés par la forêt. Les marcheurs les ont alors tués, un par un, en forçant les autres à regarder. Leurs cris se sont fait entendre jusqu'à la ville, et les survivants sont partis de la région, sans jamais revenir. Ils ont laissé leurs biens, et même leur or, car ils avaient peur. Et après ça, tous les gens qui partaient dans la forêt après la nuit se sont mis à disparaître, sans laisser aucune trace. Daniel s'est assis et a pris une grande inspiration. Quand les gens se sont mis à éviter d'aller dans la forêt après le coucher du soleil, les marcheurs ont commencé à les piéger pour qu'ils y aillent. Ils se sont mis à imiter des cris d'enfants ou de personnes proches de leurs futures victimes. Ils ont pris 3 mères de notre tribu, car elles ont voulu aller secourir des bébés qu'elles entendaient crier vers la lisière. Elles ont donc couru sauver ces bébés, mais sont tombées sur ces créatures. Au début, ils ne voulaient qu'une personne, mais après, pour se venger, ils en prenaient plusieurs. Alors, ils peuvent imiter des sons et des voix? Oui, ils arrivent à imiter la voix de n'importe qui, et le son de n'importe quoi. Ils sont prêts à tout pour attirer des gens dans la forêt. Malheureusement, l'appât du gain et l'envie de trouver de l'or étaient plus grandes que la peur de certaines personnes. De plus en plus de personnes blanches ont commencé à disparaître, et des rumeurs selon lesquelles l'endroit était maudit ont commencé à se répandre. Beaucoup de gens sont partis, mais les veuves avec de jeunes enfants sont restées. Tous ceux qui habitent ici désormais sont des descendants de ceux qui ont été enlevés. Ma tribu les a aidés, à la seule condition qu'ils n'aillent plus dans la forêt la nuit. Mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours des gens qui habitent ici? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas simplement partis lorsqu'ils en avaient l'occasion? Mon peuple avait fait un pacte avec ceux qui y restaient. On avait accepté de protéger l'endroit et les gens qui y vivaient contre le mal qui régnait dans la forêt. Personne ne devait parler de cet endroit. Après tout, c'était notre faute si tous ces gens étaient désormais en danger. Le pacte que nous avions fait avec les marcheurs de la forêt n'avait pas été respecté. Malheureusement, malgré tous nos efforts, des gens entendaient quand même parler de la ville et de l'or que l'on pouvait trouver dans les rivières. Ces personnes-là arrivaient et disparaissaient quasiment aussitôt. On a essayé de les prévenir, mais ça ne servait à rien. Dans les années 60, un groupe qui avait entendu parler de cet endroit a voulu construire un chalet au bord du lac. On n'a plus jamais entendu parler d'eux. Heureusement, depuis ces 10 dernières années, le nombre de disparitions a diminué de façon significative, car plus personne ne s'intéresse à cette forêt. Oui, j'ai vu les fondations. Daniel s'est levé et a avancé vers l'un des placards. Il l'a ouvert, ce qui a créé un petit nuage de poussière. Ensuite, il en a sorti un classeur noir qui était rempli de papier. Voilà. Il m'a fait signe d'attraper le classeur. C'est quoi ça? Lui ai-je demandé en l'attrapant. Ce sont les dossiers de disparition dont je dois m'occuper. Toutes ces personnes ont disparu dans la forêt. Mais c'est pas possible. Ai-je dit en ouvrant le classeur. Il doit y avoir une centaine de cas là-dedans. Oui, certains disent que je suis un détective pourri. Je sais ce qui est arrivé à ces gens, mais ce n'est pas comme si c'était quelque chose que je pouvais écrire dans un rapport officiel. On me retirerait ma licence. Si vous regardez les rapports, c'est toujours le même procédé. Ces personnes ont toutes été vues pour la dernière fois, avant le coucher du soleil, et dans la forêt. C'est ici que j'ai terminé ma conversation avec Daniel, car il se préparait à partir au travail.
Il travaillait sur le dossier de quelqu'un qui avait disparu et qui habitait à 2 villes de là. Il m'a laissé emprunter son classeur et le livre qui regroupait les histoires de sa tribu. En rentrant à la maison, j'ai installé une petite caméra et un microphone à un endroit qui donnait directement sur le portail arrière des parents d'Evan. Si j'arrivais à enregistrer quelque chose de concret, j'allais peut-être réussir à comprendre à quoi j'avais affaire. J'ai connecté ma caméra à mon PC portable par Wi-Fi et j'ai lancé l'enregistrement. Puis, j'ai laissé le PC dans la chambre pendant que je me préparais pour le dîner. Après le repas, je me suis mise assise à l'arrière de la maison et j'ai lu les histoires des ancêtres de Daniel. La seule interruption a été le bruit que j'avais entendu la dernière fois avec le père d'Evan. Le bruit de quelque chose qui traînait sur le sol. Puis, celui du portail qui se déverrouillait. Le père d'Evan qui n'était pas loin s'est mis à crier que c'était pile au bon moment, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes. À ce moment-là, j'avais complètement oublié que ma caméra était en train d'enregistrer. Cette nuit-là, j'ai parlé de tout ce que j'avais découvert pendant l'après-midi à Evan. Tu devrais aller poser des questions aux voisins. La plupart d'entre eux sont vieux et à la retraite, alors ils seront forcément à la maison. T'as raison. Je pense que je ferai ça demain. Et je dis avec excitation. L'idée d'avoir trouvé un réel sujet de cryptozoologie que j'allais pouvoir présenter à la communauté n'arrêtait pas de me faire sourire. D'accord, mais avant que tu partes faire tes recherches, j'espère qu'on pourra aller petit déjeuner. M'a dit Evan avec un sourire charmeur. Ma mère m'a demandé d'aller cuire les myrtilles avec elle, car elle veut te faire goûter à sa tarte. C'est sa spécialité, et je pense que tu vas adorer. Pas de souci. J'allais éteindre la lumière lorsque j'ai réalisé avec mon PC portable que ma caméra était toujours en train de filmer. Evan, on n'a qu'à essayer de voir si ma caméra a réussi à capturer ceux qui ouvrent le portail de tes parents chaque soir. Evan s'est approché de moi alors que je faisais glisser mes doigts sur le touchpad. L'image de la caméra est apparue et on aurait dit que l'objectif était tourné vers une fenêtre plutôt que vers un portail. Mais c'est la fenêtre de notre chambre ? A dit Evan calmement. Je me suis levée et j'ai marché vers la fenêtre. J'arrivais à voir le voyant de la caméra clignoter dans ma direction. Quelque chose l'avait retourné. Et pourtant, je n'avais vu personne y toucher depuis que je l'avais installé. Je suis retournée sur mon PC portable et j'ai commencé à reculer l'enregistrement. À 20h57, la caméra a commencé à bouger violemment, puis est tombée sur le sol juste au moment où l'on entendait quelque chose se rapprocher du portail. Evan et moi, on a entendu le loquet du portail se déverrouiller, puis enfin s'ouvrir. Peu importe qui ou quoi avait fait ça, il avait réussi à ne pas être filmé par la caméra. T'as entendu ça ? Quoi ? J'ai mis le son au maximum et je suis retournée en arrière sur la vidéo. Et là, on a clairement entendu quelqu'un ou quelque chose dire d'une voix aiguë. Le son n'était pas fort, mais c'était clairement audible. C'était quoi ça ? A dit Evan sur un ton choqué. J'ai fait avancer l'enregistrement jusqu'à ce que la caméra se remette à bouger. À partir de là, c'était comme si une silhouette invisible l'avait ramassée et l'avait posée de telle sorte à ce qu'elle soit face à notre fenêtre. La lumière de notre chambre s'est allumée et en arrière-plan, on pouvait entendre un léger ricanement, ressemblant à celui d'un enfant. Johanna, c'est n'importe quoi et en plus ça nous fait peur à tous les deux. Éteins la lumière s'il te plaît et viens te coucher. Il a ensuite attendu que je revienne dans ses bras, nous a recouverts de la couette et il s'est endormi. Moi, ça m'a mis beaucoup plus de temps, car je n'arrêtais pas de penser à toutes les découvertes qu'il me restait à faire dans cette ville. Le jour suivant, après avoir petit déjeuné avec Evan, je suis partie en ville frapper à chaque porte pour demander aux gens ce qu'ils savaient de la forêt. Beaucoup hésitaient à me parler jusqu'à ce que je leur explique qui j'étais, ce en quoi je croyais et l'étude que je comptais mener. Après ça, la majorité m'ont accueilli dans leur maison chaleureusement. Les gens de la ville avaient beaucoup d'histoires à raconter. J'en ai noté le plus possible dans un carnet. Les histoires allaient de proches ayant disparu à des voix entendues au beau milieu de la nuit, ou encore des groupes de voyageurs qui disparaissaient soudainement, sans laisser de traces. Beaucoup avaient perdu des proches qui s'étaient aventurés dans la forêt pendant la journée et qui n'avaient pas réussi à en sortir avant le coucher du soleil. Tout le monde semblait croire aux créatures qui se cachaient dans la forêt, mais personne n'en avait jamais vu une. Un vieil homme m'a indiqué que sa sœur était partie se promener dans la forêt en après-midi et n'était jamais revenue. Mais plusieurs mois après sa disparition, il entendait toujours sa voix l'appeler et lui demander de la rejoindre dans le bois. Lui n'a jamais osé y rentrer. Et par la suite, la voix a stoppé. J'ai passé le reste de l'après-midi à prendre des notes sur les différents dossiers de personnes disparues. Je me suis arrêtée uniquement pour embrasser Evan, alors qu'il partait avec sa mère chercher des myrtilles dans la forêt.
Evan m'avait dit qu'il n'en avait pas pour longtemps, 1 heure ou 2 au maximum. Vu qu'il restait au moins 5 heures avant le coucher du soleil, je n'y ai pas vu d'objection. Ça te dérange pas d'aller dans les bois après la vidéo qu'on a vue hier soir? Evan a soupiré. Rien de mauvais n'est jamais arrivé pendant la journée. Je serai avec ma mère, donc je n'ai pas à m'inquiéter. Et je suis sûr que c'était mon père qui essayait de nous faire une blague. Ok, fais attention. Et revenez sain et sauf. D'accord? Il m'a souri et a fermé la porte derrière lui. Je me suis replongée dans ma lecture. Chaque affaire avait des similitudes. C'était toujours la même chose. Soit les gens rentraient dans la forêt un peu avant le coucher du soleil ou juste après, et ils ne revenaient jamais. Soit ils entendaient des bruits étranges en provenir, et se faisaient attirer dedans. Un dossier en particulier parlait d'un groupe de recherche policiers qui s'était aventuré dans les bois et qui n'en était jamais ressorti. Il n'y avait aucune explication pour expliquer pourquoi les gens ne revenaient pas. Il y avait tout de même une hypothèse selon laquelle les gens se perdaient et finissaient par tomber sur des loups ou des ours. Épuisée de toutes les notes que j'avais prises, j'ai fermé le classeur et j'ai collé mon dos sur l'arrière du canapé qui se trouvait dans le salon. J'ai pris une profonde inspiration, puis je me suis levée en rassemblant le livre et le classeur que Daniel m'avait laissé emprunter. La porte d'entrée s'est ouverte doucement. J'ai levé les yeux en espérant voir Evan et sa mère, mais à ma grande surprise, c'était Robert. Bonjour, je savais pas que vous étiez parti. Oui. Vous étiez tellement plongé dans votre lecture que vous n'avez même pas remarqué que je suis parti pour aller en ville. Je suis allé acheter de l'essence pour la tondeuse à gazon. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour le jardin. Il faudra faire attention pour Evan et Marie. Ils sont partis chercher des myrtilles dans les bois, et ils ne sont pas encore revenus. Ok, ils ont encore du temps. Le soleil ne se couchera pas avant 3 heures... 3h30. Malgré ce qu'il venait de dire, j'arrivais à entendre une pointe d'inquiétude dans sa voix. J'ai fini de me préparer, et je me suis mise à marcher en direction de la maison de Daniel, pour lui rendre ses affaires. Quand je suis arrivée, il était assis devant sa maison, toujours habillé de son uniforme de police, une bière à la main. Johanna, A-t-il lancé en soulevant sa bière en guise de salutation. je vois que vous êtes venu me rapporter mon classeur et mon livre. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Je lui ai tendu le livre et le classeur, et je me suis mise assise à côté de lui. J'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes. J'ai interrogé les voisins, et j'ai l'impression que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a bien quelque chose dans les bois. Tous les cas de disparition sont similaires, et toutes les histoires de vos ancêtres sont intrigantes. Mais j'aimerais vous demander quelque chose. Je ne comprends toujours pas pourquoi les gens restent vivre ici. Je sais que vos ancêtres ont passé un pacte, mais pourquoi ne pas fuir et laisser tout ça derrière vous? Daniel a posé sa bière sur le porche et a soupiré profondément. Il a levé ses bras, puis a placé ses mains derrière sa tête, avant de se réinstaller dans sa chaise. Je sais que ça va vous paraître stupide, mais pendant notre éducation, on a tous été conditionnés à respecter la tradition et le pacte passé avec les marcheurs de la forêt. Et ça comprend l'obligation de rester là pour être sûr que personne n'essaie de raser la forêt pour y construire quelque chose d'autre. On ne voulait pas que d'autres personnes souffrent de la même destinée que nos ancêtres. Tous les gens d'ici ont perdu quelqu'un dans ces bois. Tous les bâtiments barricadés que vous avez vus dans la ville appartiennent à quelqu'un. Les gens respectent juste leur promesse de ne pas essayer de les vendre à qui que ce soit. Mais il est aussi vrai que les gens de la ville n'ont pas forcément les moyens de déménager. Et puis, moralement, ce serait immoral d'essayer d'amener des gens dans cet endroit horrible. Vu que tout le monde a vécu là de nombreuses années, on a l'habitude d'entendre des bruits bizarres dans la nuit. Et pour être honnête, si cette ville pouvait tout simplement disparaître de la surface de la Terre, ce serait mieux pour tout le monde. Il a soupiré à nouveau. Nous sommes les derniers habitants qu'il reste. Les parents d'Evan ont été élevés ici. Ça n'a pas été le cas pour lui. Et quand ils quitteront ce monde, la maison restera là à pourrir, comme tout le reste. Je suis restée assise en silence en essayant de réfléchir à tout ce que Daniel venait de me dire. Malgré toutes ces explications, ça n'avait pas de sens pour moi que les gens décident de vivre dans la peur. Et... il ressemble à quoi? Qui? A répondu Daniel en se redressant d'un coup sur sa chaise, comme s'il était surpris par ma question. Les marcheurs de la forêt ou les fées, ou peu importe le nom que vous leur donnez. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Il n'y a aucune description de leur apparence dans les textes que vous m'avez donnés, et je n'ai trouvé qu'un seul passage où l'un de vos ancêtres disait leur avoir parlé. Daniel m'a regardé d'un air distrait. Ce soir, la lune sera pleine. Seules quelques personnes se sont perdues dans les bois ces 10 dernières années. Ils sont énervés, et c'est palpable dans l'air. Dans 2 ans, je prendrai ma retraite.
J'ai passé ma vie à essayer de retrouver ces gens disparus. J'ai souvent été dans les bois pendant la journée, et il est dur de les distinguer. Ils sont grands et très fins. En regardant bien, on peut les apercevoir entre les arbres. Ils sont difficiles à voir, et pourtant, ils sont plusieurs centaines. Ils ne bougent jamais avant la nuit tombée. Ils restent immobiles pendant la journée. Il s'est mis à pointer du doigt en direction de la forêt qui se trouvait de l'autre côté de la rue. J'ai regardé avec attention, mais tout ce que j'ai pu voir, c'était les sapins. Je l'ai remercié de m'avoir accordé du temps, et je me suis dirigée vers la maison des parents d'Evan. Le soleil était déjà couché, et une brise froide soufflait sur la route, et faisait bouger les arbres de la forêt. On aurait dit que c'était la forêt elle-même qui respirait. J'ai continué à marcher sur la route, en regardant vers la forêt. J'essayais de voir ce dont Daniel m'avait parlé. La lune était pleine et vraiment lumineuse. Il n'y avait aucun bruit, ni d'oiseaux, ni d'insectes. Juste le bruit de la brise et de mes pas qui venaient casser le silence. J'étais environ à 100 mètres de la maison lorsque j'ai entendu un cri déchirant résonner depuis la lisière de la forêt. « Johanna !» Cette voix, je la connaissais par cœur. C'était celle d'Evan. J'ai senti les poils se dresser sur ma nuque. Mon cœur s'est mis à battre violemment dans ma poitrine. Evan était parvenu de la promenade avec sa mère avant que je n'aille voir Daniel. Et s'il n'avait pas réussi à sortir de la forêt? Et si lui ou sa mère étaient blessés? Et s'ils étaient en train de se faire enlever? « Johanna !» Le cri strident et déchirant a brisé le silence de nouveau. Cette fois-ci, on aurait dit qu'il agonisait de douleur. J'étais déjà à 3 mètres au-delà de la lisière lorsque je me suis rendu compte de ce que je venais de faire. Je me suis mise à regarder partout de façon frénétique. « Evan ?» ai-je crié. Il n'y avait aucune réponse, juste le silence. La lune était si brillante que j'arrivais clairement à voir entre les branches des sapins. « Evan ?» Je respirais par la bouche. Ma respiration allait au rythme de mes battements de cœur. Je suis restée debout en silence et j'ai balayé à nouveau la forêt du regard. J'ai vu quelque chose bouger au loin. Je n'étais pas seule. Il y avait du mouvement un peu partout, mais je n'arrivais pas à distinguer exactement ce que c'était. Peu importe ce que c'était, ça ne faisait pas de bruit. Et c'était presque invisible, légèrement opaque, comme si ces formes venaient tout juste de se projeter dans la réalité. La plupart étaient de taille humaine. Leur peau était blanche, elles avaient de longs membres et un corps tout aussi allongé. Leur peau semblait sèche, mais était striée comme celle des vers. Leur tête ressemblait à de larges cônes posés à l'horizontale, et ils étaient dénués de traits. Si bien sûr, on ne comptait pas l'énorme trou béant et noir qui se trouvait à la surface. J'ai senti mes muscles se crisper, alors que la peur m'envahissait le corps. Je n'arrivais plus à bouger. J'étais émerveillée et effrayée, tout ça en même temps. Des douzaines de ces choses se trouvaient devant moi. Elles se ressemblaient horriblement. J'avais envie de courir, mais je n'y arrivais pas. L'une d'entre elles s'est approchée de moi lentement, puis elle s'est arrêtée à quelques mètres. Tout restait silencieux. Et mon cœur battait si fort que j'avais l'impression de l'entendre. Le trou qui se trouvait sur son visage s'est mis à grossir, comme si quelque chose s'apprêtait à en sortir. Et comme une banane qu'on éplucherait, la peau de cette chose s'est mise à tomber, laissant apparaître la tête de ce qui semblait être un homme assez jeune. Je n'en croyais pas mes yeux. Ses cheveux étaient noirs et semblaient graisseux. Ses yeux étaient noirs et ovales, sa peau était pâle. Et en sortant de la chose immonde, il me regardait. J'ai eu l'impression que le temps défilait au ralenti. Puis, il a ouvert la bouche. « Johanna, 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 Johanna !» La voix d'Evan répétait mon nom encore et encore, de façon de plus en plus rapide. Puis, un rire machiavélique est sorti de sa bouche grande ouverte. Des larmes se sont mises à couler sur mes joues, et je n'arrêtais pas de trembler. Le rire s'est soudainement arrêté. Et du menton jusqu'au front, le visage d'Evan s'est ouvert en deux, pour révéler une rangée de dents pointues comme des couteaux, et une langue qui ressemblait plus à une tentacule qu'autre chose. La créature a crié. C'était si aigu que ça a fait trembler les arbres, et que mes oreilles se sont mises à sonner. Je suis tombée en arrière sur mon dos, et pour la première fois depuis que j'avais vu la créature, j'ai eu l'impression de pouvoir bouger. J'ai commencé à reculer en propulsant mes jambes vers l'avant, afin de m'éloigner de cette monstruosité. La créature s'est mise à 4 pattes, et a commencé à avancer vers moi en faisant des mouvements inhumains. J'ai su qu'il n'y avait pas moyen que je puisse me relever, et réussir à m'échapper à temps. Elle arrivait sur moi à toute vitesse. Alors, j'ai levé un bras pour me protéger. Mais je n'ai rien senti, pas de douleur, ni de créature se jetant sur moi. Un cri a retenti. C'était encore une fois la voix d'Evan, mais cette fois-ci, elle semblait venir de la direction où était la maison. Je me suis immédiatement levée pour essayer de comprendre ce qui se passait.
Les créatures avaient disparu, mais quelque chose avait bougé violemment dans la broussaille, arrachant les branches sur son passage. « Marie, non !» a crié une autre voix. C'était celle de Robert. J'étais toujours perturbée et effrayée, mais je voulais à tout prix sortir de là. J'ai couru aussi vite que possible jusqu'à la maison des parents d'Evan. Robert était dans le jardin. Il retenait Marie qui était en train de sangloter. « Lâche-moi, laisse-moi y aller !» C'est trop tard pour lui. Si tu y vas, il risque de te prendre toi aussi. A répondu Robert en serrant sa femme contre lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu, Johanna. Evan a dit qu'il t'avait entendu crier dans les bois et il a couru pour t'y rejoindre. On a essayé de l'arrêter, mais... A dit Robert en se retournant vers moi, choqué. Un cri de douleur qui était très clairement celui d'Evan s'est fait entendre au loin. Ma peur et mon adrénaline se sont transformées en rage. Ils avaient emmené l'homme que j'aimais. Ces créatures hideuses s'étaient emparées d'Evan. Sans réfléchir, j'ai couru vers le garage et j'ai attrapé l'essence que Robert était parti chercher un peu plus tôt dans la journée. J'ai balayé le garage du regard et j'ai trouvé un chalumeau sur une étagère. Je l'ai attrapé et j'ai couru rapidement vers la lisière de la forêt. « Robert, tenez-moi ça !» lui ai-je ordonné en lui mettant le chalumeau dans les bras. J'ai commencé à renverser l'essence n'importe comment sur les arbres et dans la broussaille, aussi loin que possible. Mais qu'est-ce que vous faites? M'a-t-il demandé incrédule alors qu'il essayait toujours de réconforter sa femme. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai répondu « Donnez-moi le chalumeau. S'ils veulent me prendre Evan, je leur prendrai leur forêt. » Il m'a tendu le chalumeau à contre-cœur. La forêt était sèche et la brise continuait à souffler à travers. J'ai allumé le chalumeau et je l'ai balancé dans la broussaille. En quelques secondes, il y avait un mur de flammes qui brûlait devant moi. J'ai attrapé Robert et Marie par le bras, car ils étaient choqués. Le feu s'est rapidement attaqué à d'autres arbres, et ce à une vitesse presque surnaturelle. Rapidement, tous les voisins sont sortis de chez eux et sont restés au bord de la route à regarder la forêt de pins se consumer. Je suis restée debout en silence, consumée moi-même par la rage. Soudainement, des cris inhumains de peur et de douleur se sont fait entendre. Ils étaient perçants, à tel point que les gens se plaquaient les mains sur les oreilles. Certains sont même partis se mettre à l'abri à l'intérieur de leur maison. Et les cris ont continué à se faire entendre, alors que le feu se propageait davantage. Et tout à coup, ils ont cessé, aussi soudainement qu'ils avaient commencé. La seule chose que l'on entendait, c'était le crépitement du feu. Quelqu'un a fini par appeler les pompiers, qui eux-mêmes ont alerté les gardes forestiers, mais il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire. Les flammes étaient si hautes et se propageaient si vite que l'intégralité de la forêt avait brûlé, avant même qu'ils ne mettent en place un plan. J'ai avoué avoir démarré le feu, et je me suis fait arrêter par la police directement. J'ai passé 3 jours en prison sans réellement voir personne. Les policiers qui étaient dans le commissariat marchaient frénétiquement comme s'ils avaient trop de travail pour s'occuper de moi. Ils m'ont ignoré et ne sont venus me voir que pour me donner à manger. Quand je me suis réveillée dans ma cellule le 3e jour, Daniel était là pour me saluer. « Bonjour », ai-je dit groggy. Il a ouvert la porte de ma cellule. « Vous êtes libre, Johanna. » Quoi? J'étais perturbée et choquée. « Venez avec moi. » Je me suis levée et j'ai fait ce qu'il m'a dit. J'ai retrouvé Evan. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est blessé? Comment est-ce que... J'étais tellement heureuse que je n'arrivais pas à y croire. Il est brûlé à plusieurs endroits. Il a des bleus, des coupures. Et il a inhalé beaucoup de fumée. Mais il est en vie. Choqué, mais en vie. Je vais vous amener à l'hôpital. Je sais que j'aurais dû venir vous l'annoncer plus tôt. Mais j'étais vraiment pris à cause de tout ce qui s'est passé. Merci, mais... Attendez. Pourquoi est-ce que je suis libre de partir? Montez dans la voiture. Je vais tout vous expliquer en chemin. Le trajet jusqu'à l'hôpital a duré environ 1 heure. Sur la route, Daniel m'a expliqué que la police avait autre chose à faire que de s'occuper de mon cas pour le moment. Aucune des maisons de la ville n'avait été endommagée, vu que le vent soufflait dans la direction opposée. Les gardes forestiers s'étaient enfoncés dans la forêt pour voir s'ils arrivaient à trouver Evan. Et ils l'ont retrouvé au petit matin à côté du lac. Il était nu, et il ne disait pas un mot. Mais le plus choquant pour eux, ça a été de trouver des centaines de squelettes dans la forêt. Ils n'étaient pas éparpillés à travers la forêt comme on aurait pu l'imaginer. Mais les troncs de sapin contenaient des douzaines de squelettes, comme s'ils avaient été enfoncés dedans. Daniel m'a alors montré une photo d'une des scènes qu'il avait prise avec son téléphone. Sur la photo, on pouvait voir le tronc d'un arbre qui avait l'air gonflé et qui était tout brûlé. À l'intérieur, un squelette humain était visible. Il avait l'air étrangement contorsionné. Et c'était comme si l'arbre avait poussé tout autour de lui.
Il m'a ensuite dit qu'il y avait des espèces de veines de bois accrochées au squelette. Après analyse, certains des squelettes avaient été identifiés, notamment grâce aux dents. Le plus vieux squelette qui avait pu être identifié était celui d'un homme qui avait disparu dans les années 60. Et d'après le médecin légiste, certains avaient l'air d'avoir plus de 100 ans. Il n'avait cependant aucune explication de comment ils s'étaient retrouvés à l'intérieur des troncs. La plupart des affaires seront fermées. A dit Daniel en soupirant de soulagement. Je n'ai dormi que quelques heures ces derniers jours, à cause de tous les rapports que je dois faire. Daniel m'a déposé à l'hôpital et j'ai avancé jusqu'à la chambre d'Evan. Ses parents étaient là. Comme l'avait dit Daniel, il était couvert de bleu, de brûlures et de plein de coupures. Mais il était vivant, assis sur son lit, regardant droit devant lui la bouche ouverte, il ne clignait pas des yeux. Lorsqu'il m'a remarqué, il s'est tourné vers moi lentement. Nos regards se sont croisés et il s'est mis à sangloter. J'ai couru vers lui et je l'ai pris dans mes bras. Ils m'ont attrapé, ils ont retiré mes vêtements et ils ont essayé de me mettre à l'intérieur. Où ça ? Lui ai-je demandé en continuant de le serrer fort. Dans les arbres. Ils ont essayé de me mettre dans les arbres. Ils nourrissaient la forêt avec le cadavre. La forêt était en train de mourir de faim. On n'en a plus reparlé après ça. J'ai juste continué à le serrer fort dans mes bras en sanglotant. Quand Evan a pu sortir de l'hôpital, nous sommes rentrés en Amérique. Ses parents ont scellé la maison et ont acheté un appartement tout près de chez nous. Cela fait des années que tout cela est arrivé et c'est un sujet tabou dans notre couple. Ses parents n'en parlent pas non plus. Pourtant, je suis toujours obsédée par ces choses. Vu que la forêt avait été détruite, une entreprise en a profité pour acheter le terrain et l'a transformé en projet immobilier. De ce que je sais, il n'y a pas eu de nouvelles disparitions dans la région. En revanche, il y a des rumeurs selon lesquelles l'endroit est hanté et que la nuit, les nouveaux arrivants entendent des cris et des voix étranges. La nuit où la forêt a été brûlée, ma caméra était en train d'enregistrer. J'ai regardé l'enregistrement une fois avant de l'effacer. Juste avant l'enlèvement d'Evan, le portail a été déverrouillé par quelque chose d'opaque. Quelque chose qui a rapidement retourné la caméra vers la forêt. Ensuite, on pouvait entendre ma voix appeler Evan de façon hystérique. Et enfin, on pouvait clairement voir Evan courir dans la forêt en criant mon nom. Et alors qu'il disparaissait du champ de vision de la caméra, une petite voix aiguë mais rauque s'est fait entendre. Elle disait « C'est à nous. On prend. » Pour finir, l'enregistrement montrait la broussaille bouger violemment, juste là où Evan avait été vu pour la dernière fois. Puis, son cri déchirant a résonné. J'ai toujours mon groupe de cryptozoologie à l'université, mais je n'ai jamais retrouvé de documents sur de telles créatures. Même si je suis obsédée à l'idée de découvrir ce qu'elles sont, si j'entends parler d'un endroit où des fées des bois enlèvent des gens, je ne suis pas sûre que j'irai vérifier par moi-même.